Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. La prépondérance de la logique concurrentielle sur la qualité. Dans le contexte actuel, les problématiques de rentabilité et d'efficience économique paraissent l'emporter sur toutes les autres considérations de type social ou culturel. Ceci est vrai également dans le domaine agroalimentaire, où seul semble importer le bon fonctionnement du marché. La qualité des produits apparaît dans ce cadre comme secondaire. Elle est prise en considération uniquement lorsqu'elle est nécessaire aux intérêts du marché. Une réaction à un tel état de fait semble cependant se dessiner à tous les niveaux. De manière générale, la mondialisation est contestée. En ce qui concerne les produits agroalimentaires, la qualité est de plus en plus souvent revendiquée. Certains pays souhaitent la valoriser en mettant plus particulièrement en avant les valeurs qu'elle véhicule. D'autres, en revanche comme les États-Unis, veulent encore la minimiser notamment en prônant la libéralisation et en se limitant à des considérations hygiéniques. La réglementation des produits agroalimentaires devenant alors le théâtre de conflits entre diverses valeurs. Malgré ces revendications, à l'heure actuelle, l'invocation par les États des impératifs de qualité demeure majoritairement perçue comme une volonté protectionniste. Une telle conception traduit une prépondérance marquée de la logique concurrentielle sur la qualité tant au plan international, titre 1, qu'au plan communautaire, titre 2. Titre 1. La prédominance perceptible au niveau international. 18. L'analyse détaillée de la prépondérance de la logique concurrentielle sur la qualité appelle une remarque liminaire. L'essentiel des développements est consacré à la sécurité alimentaire, dans la mesure où c'est dans ce domaine que la prédominance de la logique concurrentielle est patente. En matière de qualité-spécificité, ce phénomène, s'il demeure perceptible, est nettement moins marqué. À ce niveau, la qualité devient un outil concurrentiel qui assure une segmentation efficace des marchés. Il convient à présent d'analyser les rapports entre la concurrence et la qualité, afin de révéler la place essentielle de la logique concurrentielle sur le marché agroalimentaire. Celle-ci est révélée de façon significative à travers les textes régissant le commerce international. À ce niveau, en effet, le conflit de valeurs qui existe entre la qualité et la logique concurrentielle est exacerbé. La variété des conceptions de la protection de qualité se heurte de plein fouet à la volonté de libéralisation des marchés. Chaque pays, en fonction de ses intérêts, milite pour un équilibre différent entre ces deux impératifs. Dans la multitude des textes internationaux abordant les problèmes de qualité, l'accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, dit accord SPS, illustre particulièrement bien la situation. C'est la raison pour laquelle il constitue le cœur de ce premier titre. Lors d'un chapitre préliminaire, il est cependant nécessaire de justifier ce choix en démontrant en quoi ce texte, dont l'importance est croissante, est révélateur plus que d'autres de la libéralisation des échanges de marchandises sur la qualité, chapitre préliminaire. Par la suite, l'étude se consacre exclusivement à l'accord SPS afin d'établir dans un premier temps, au travers de l'analyse ses principes directeurs, la rigueur de ce dernier, axé sur la prépondérance de la logique concurrentielle, chapitre 1, et de souligner dans un second temps l'éventualité d'un assouplissement des principes directeurs, chapitre 2. Chapitre préliminaire. L'illustration par l'accord SPS de cette primauté. 19. La libéralisation du commerce international est sans conteste le leitmotiv des nombreux accords internationaux. Il n'en demeure pas moins que celui-ci connaît certaines limites fondées notamment sur la sécurité alimentaire. Toutefois, afin d'éviter que les États n'utilisent abusivement cet argument à des fins protectionnistes, des textes internationaux d'origine diverse ont pour finalité de coordonner les impératifs de libéralisation du commerce et la sécurité alimentaire. Au sein de ce dispositif normatif, et plus particulièrement dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, l'accord SPS occupe actuellement une place centrale, section 2, ce dont il sera possible de se rendre compte après une brève présentation de l'ensemble des accords, section 1. Section 1. Les textes coordonnant les impératifs de libéralisation du commerce et de sécurité alimentaire. 20. Au niveau international,
de nombreuses dispositions ont pour objet de légitimer les mesures prises par les États pour des raisons sanitaires et phytosanitaires qui entravent le commerce international. Certaines relèvent de l'Organisation mondiale du commerce, alors que d'autres sont prises en dehors de ce cadre. Dans cette seconde catégorie, on peut citer, par exemple, la Convention internationale pour la protection des végétaux ou le Protocole de Carthagène. Les principaux textes en la matière appartiennent toutefois au droit de l'OMC. C'est la raison pour laquelle nous évoquerons uniquement l'article XXB du GATT 1, l'accord sur les obstacles techniques au commerce 2 et l'accord SPS 3. 1. L'article XXB du GATT 21. L'accord général par le biais de l'article XXB du GATT n'envisage la sécurité alimentaire qu'à titre de dérogation au principe du libre-échange et ce en dépit de sa formulation apparemment extensive. Ce texte dispose que, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce, rien dans le présent accord ne sera interprété comme empêchant l'adoption ou l'application par tout membre des mesures, nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux. Un tel énoncé pourrait laisser penser que les mesures protégeant la santé et la vie des personnes, des animaux et préservant les végétaux bénéficient d'un a priori favorable s'agissant de leur licéité au regard de la libre circulation des marchandises, mais il n'en est rien, comme le laisse présager la formulation négative de l'article. Les mesures ne sont aucunement présumées conformes, ou tout du moins non contraires. Les États doivent apporter la preuve que leurs dispositions nationales sont les seules efficaces pour protéger la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux. 22. Afin d'être considérée comme légitime, une mesure doit remplir 4 conditions cumulatives. Elle doit poursuivre un but de santé publique, être nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes ou à la préservation des végétaux, et ne peut constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, ni une restriction déguisée au commerce international. 23. Ces exigences, contenues à la fois dans le préambule et dans l'alinéa B de l'article 20, sont extrêmement rigoureuses puisque l'affaire amiante est la seule espèce dans laquelle une mesure est validée au titre de l'article XXB du GATT. L'absence de différends relatifs au domaine agroalimentaire justifie une présentation très succincte de cet accord. Cela conforte également l'idée selon laquelle l'accord SPS paraît le cadre le plus adapté à l'analyse des rapports qu'entretiennent la qualité des produits agroalimentaires et la logique concurrentielle. Le caractère strict des conditions de l'article XXB du GATT se retrouve dans l'accord SPS. Ce qui n'est pas surprenant puisque les exigences sont quasiment similaires dans les deux textes. Tout d'abord, s'agissant des objectifs de la mesure, il convient de souligner que par définition les mesures SPS entrent en grande majorité dans le cadre de l'article XXB du GATT. Seule une hypothèse n'entre pas dans le champ d'application de l'article XXB du GATT. Il s'agit du cas de figure prévu à l'alinéa D de l'article 1 de l'annexe A. Ensuite, il apparaît que la condition de nécessité se retrouve dans les deux textes. Enfin, les deux accords prévoient, respectivement dans l'article XXB du GATT et dans l'article 2.3 de l'accord SPS, qu'une mesure nécessaire à la protection de la santé publique qui entrave la libre circulation des marchandises ne sera légitimée qu'à partir du moment où elle ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, ni une restriction déguisée au commerce international. Cette impression de similarité entre les deux textes est confortée par le fait que l'article 3.2 de l'accord SPS confère une présomption de conformité des mesures SPS aux règles du GATT. En somme, il apparaît clairement que l'article XXB du GATT cherche à encadrer de façon extrêmement rigoureuse l'adoption de mesures susceptibles d'entraver les échanges, à l'instar de l'accord SPS, mais aussi de l'accord OTC. L'accord OTC. 24. Le premier accord OTC a été négocié lors du Tokyo Round, et un nouvel accord OTC est entré en vigueur, le 1er janvier 1995. Celui-ci élargit et précise l'accord du même nom institué en 1979. Il régit les règlements et les normes techniques, dans le but de diminuer leur effet négatif sur le commerce. Pour ce faire,
ceux-ci doivent être conformes à la clause de la nation la plus favorisée et au principe du traitement national, ne pas être plus restrictifs pour le commerce international qu'il n'est nécessaire pour réaliser leur objectif légitime, c'est-à-dire concrètement répondre au principe de proportionnalité et être basés, autant que possible, sur des normes internationales. 25. La présentation succincte de l'accord OTC permet de révéler un certain nombre de points communs entre ce texte et l'accord SPS. Ces derniers cherchent tous deux à coordonner la prise en compte d'objectifs non commerciaux légitimes, tels que la sécurité alimentaire avec les principes de libéralisation des échanges en évitant tout protectionnisme, ceci en incitant notamment à une harmonisation des normes au niveau international. Au-delà d'une simple correspondance des objectifs et des moyens entre les deux textes, il convient de remarquer que le champ d'application de l'accord OTC aurait pu théoriquement recouper celui de l'accord SPS. L'accord OTC était par exemple susceptible, de par son objet, d'encadrer les prescriptions techniques résultant du contrôle de l'innocuité des produits alimentaires ou de leur étiquetage. Cependant, les accords OTC et SPS ont choisi de s'exclure réciproquement de leur domaine de compétence. Même si l'accord OTC, comme l'accord général du GATT, cherche par le biais de certaines dispositions à encadrer l'adoption de mesures restrictives au commerce fondées sur des intérêts de santé publique, et plus particulièrement sur la sécurité alimentaire, l'accord SPS est le seul à développer exclusivement cette problématique. 3. L'accord SPS. 26. L'accord SPS constitue le sujet exclusif de notre étude dans les 2 chapitres suivants. C'est la raison pour laquelle nous ne ferons qu'aborder de façon laconique les grands principes directeurs de ce texte. 27. Cet accord a été adopté en avril 1994, avec la totalité des autres accords annexés au nouvel accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Ce texte régit les mesures sanitaires et phytosanitaires nationales qui entravent le commerce international. Afin d'être validé au titre de l'accord SPS, ces mesures doivent en particulier être non discriminatoires, nécessaires à la protection de la santé publique et surtout fondées sur des principes scientifiques. 28. L'ensemble des textes pris dans le cadre de l'OMC, dont certaines dispositions visent à coordonner les objectifs de liberté du commerce et de sécurité alimentaire, donnent unanimement une priorité évidente au principe de libéralisation, et ce malgré les disparités existantes quant aux modalités probatoires de la licéité des mesures à travers ces divers accords. En effet, les exceptions visant à légitimer les mesures prises dans le but d'améliorer ou de préserver la sécurité alimentaire sont rigoureusement encadrées. Au sein de ce dispositif normatif, dont la finalité est substantiellement identique, l'accord SPS est le seul texte entièrement consacré à ce sujet. De plus, cet accord est le seul à renverser la charge de la preuve. Dans ce cadre, c'est au demandeur de prouver que la mesure ne satisfait pas aux exigences de l'accord SPS. Cette solution semble a priori alléger légèrement les modalités probatoires et permet le maintien plus aisé des mesures étatiques fondées sur la sécurité alimentaire. Ces 2 particularités confèrent déjà à ce texte une importance singulière, confortée par d'autres éléments. Section 2. L'importance des accords SPS. 29. De manière générale, la volonté de suppression des barrières tarifaires a parallèlement accru le risque de voir apparaître des barrières non tarifaires. Cette évolution associée à la mondialisation du marché agroalimentaire et à l'apparition de nouvelles craintes du consommateur a évidemment provoqué la multiplication des possibilités d'entrave à la libre circulation, lesquelles seraient justifiées par des soucis de sécurité alimentaire. Les textes élaborés pour limiter toute dérive protectionniste se sont alors révélés d'une importance capitale. Au sein de cette réglementation, l'accord SPS joue un rôle primordial dû à la place particulière qu'il occupe par rapport aux autres textes, 1, et à son intégration dans les divers ordres juridiques, 2. 1. La place particulière des accords SPS par rapport aux autres textes internationaux. 30. Le fait que 43% des affaires portées devant l'organe de règlement des différends de l'OMC soient relatives à l'accord SPS, pourrait à lui seul justifier le fait que l'étude qui va suivre soit entièrement consacrée à ce texte. Pourtant, au-delà de ce simple constat quantitatif, ce sont les intérêts théoriques qui expliquent ce choix.
En effet, l'analyse des relations qu'entretiennent l'accord SPS et l'article XXB du GATT A, d'une part, et l'accord OTC-B, d'autre part, permet de mieux comprendre l'accord SPS et illustre surtout l'autorité de la nouvelle législation sanitaire et phytosanitaire instaurée au niveau international lors de l'Uruguay Round. Depuis cette date, l'accord SPS est devenu un texte de référence et occupe une place centrale par rapport aux autres textes ayant des finalités proches à l'accord SPS et l'article XXB du GATT. 31. Même si, comme il l'a été démontré précédemment, l'accord SPS et l'article XXB du GATT cherchent à aboutir au même résultat, en particulier en fixant des exigences quasiment identiques en ce qui concerne les conditions de validité d'une mesure sanitaire ou phytosanitaire, il n'en demeure pas moins que les deux accords sont distincts et possèdent des spécificités propres qui confèrent une importance particulière à l'accord SPS. 32. Si l'accord SPS et l'article XXB du GATT tendent à aboutir aux mêmes fins, ils n'utilisent pas les mêmes moyens et la portée de l'accord SPS paraît de fait supérieure. L'article XXB étant considéré comme une exception au principe fixé par l'accord général, il est par nature indispensable que la mesure légitimée par cette disposition viole les règles du GATT. À défaut, il est envisageable qu'une mesure prise à des fins protectionnistes ne puisse être sanctionnée sur le fondement du GATT. L'accord SPS, quant à lui, n'adopte pas cette démarche puisqu'il régit toutes les mesures sanitaires ou phytosanitaires susceptibles d'affecter le commerce international peu importe qu'elles violent ou non le GATT. Un tel choix semble à même de soumettre un plus grand nombre de mesures sanitaires et phytosanitaires aux obligations énoncées par l'accord SPS. Ceci est encore confirmé par le fait que le champ d'application de l'accord SPS est plus étendu que celui de l'article XXB du GATT. Il convient en effet de rappeler qu'une mesure prise dans le cadre de l'alinéa D de l'annexe A peut être légitimée par l'accord SPS, alors que cela est impossible sur le fondement de l'article XXB du GATT. De fait, un État pourra se voir sanctionné au titre de l'article XXB pour une réglementation entravant le commerce mais visant à empêcher ou à limiter sur son territoire des dommages découlant de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination de parasites, alors que cette même disposition sera validée en vertu de l'accord SPS, sous réserve évidemment que la mesure remplisse les autres conditions énoncées par le dit texte. 33. L'autorité de l'accord SPS n'est pas uniquement fondée sur son approche et sur l'étendue de son champ d'application. Elle s'explique aussi par la présomption de compatibilité des mesures validées par l'accord SPS avec les règles du GATT, énoncées par l'article 2, 4 de l'accord SPS. La nature de cette présomption n'est à l'heure actuelle pas encore déterminée dans la mesure où aucune mesure sanitaire ou phytosanitaire entravant le commerce n'a été légitimée en vertu de l'accord SPS. L'analyse précédente a laissé apparaître le fait que l'article XXB du GATT et l'accord SPS, tout en ayant tous les deux pour objet l'articulation des objectifs de libéralisation des échanges et de sécurité alimentaire, ont des portées différentes. L'accord SPS semble jouer un rôle majeur en la matière, s'affirmant de plus en plus comme étant le texte de référence. Il reste à présent à voir si l'étude des rapports entre l'accord SPS et l'accord OTC confirme ou infirme cette tendance. B. L'accord SPS et l'accord OTC. 34. Les accords OTC et SPS cherchent tous deux à éliminer les entraves au commerce, mais leurs champs d'application sont différents. L'accord SPS couvre toutes les mesures ayant pour objectif la protection de la santé des personnes et des animaux et la préservation des végétaux, qu'il s'agisse de prescriptions techniques ou pas, tandis que l'accord OTC vise les règlements techniques et les normes volontaires. Si la nature juridique des mesures devait permettre de distinguer ce qui relève de chaque accord, il faut bien reconnaître que cette délimitation n'est pas toujours aisée en pratique, comme le montre le débat sur l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés. Par définition, l'accord OTC s'applique à tous les aspects non couverts par l'accord SPS. Ainsi, l'accord OTC régit, par exemple, les règlements techniques et les normes volontaires relatives au conditionnement lorsqu'elles ne concernent pas directement la santé et la protection des végétaux. Même si l'accord SPS constitue théoriquement une exception par rapport à l'accord OTC de portée plus générale, dans le domaine qui nous intéresse, les accords SPS représentent en réalité le texte de référence. En effet,
Les mesures relatives à la sécurité alimentaire relèvent en grande majorité de l'accord SPS, qui semble être l'accord entretenant la proximité la plus grande vis-à-vis des questions de qualité des produits agroalimentaires et plus spécialement de sécurité alimentaire. 35. Il est clair que l'accord SPS s'impose comme un texte incontournable en matière de sécurité alimentaire. Ce rôle essentiel est accentué par l'intégration du dit accord dans les ordres juridiques international et communautaires, qui lui confère une plus grande effectivité. L'intégration des accords SPS dans les ordres juridiques international et communautaires. 36. L'accord SPS ne peut éviter le protectionnisme abusif et atteindre son objectif de coordination des impératifs de sécurité alimentaire et de libéralisation du commerce, qu'à la condition que les États membres soient obligés de respecter leurs engagements. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'étudier l'intégration des accords SPS dans les divers ordres juridiques. L'analyse de cette question, et plus largement de l'applicabilité et de l'effectivité de ces accords, conduit à distinguer deux hypothèses selon qu'il s'agit du niveau international ou du niveau communautaire. Sur le plan international, la situation est claire. Les accords SPS sont obligatoires pour tous les membres de l'OMC. A. En revanche, sur le plan communautaire, la réponse demeure plus ambiguë. B. A. Le caractère obligatoire des accords SPS pour les membres de l'OMC. 37. La multiplication des entraves techniques aux échanges a été particulièrement perceptible en matière sanitaire et phytosanitaire. Ce genre d'exception a été soulevé de plus en plus fréquemment par les États soit dans un but légitime de protection, soit à des fins protectionnistes. La difficulté de distinction entre ces deux hypothèses explique l'augmentation du contentieux dans ce domaine. Il s'est par conséquent révélé indispensable d'encadrer et de concilier le respect d'une volonté libérale, fondée sur des considérations économiques, et la prise en compte légitime des intérêts non économiques, tels que la sécurité alimentaire. Pour ce faire, les États ont élaboré l'accord SPS qui est venu s'ajouter au GATT. Le dit accord a été adopté à la suite de négociations de l'Uruguay Round. Il est situé dans l'annexe 1 et fait partie des accords multilatéraux, qui constituent un bloc indivisible que tout État doit impérativement accepter pour devenir membre de l'OMC. Le fait que ce texte oblige l'ensemble des parties contractantes de l'Organisation mondiale du commerce représente sans nul doute un atout considérable pour l'efficacité et l'effectivité de ce dernier. 38. La place qu'occupe l'accord SPS au sein de l'ordre juridique international explique que l'Union européenne ait été obligée d'accepter ce dernier. Cependant, du fait de la nature d'organisation régionale de l'Union européenne et de la complexité de son système juridique, la place de l'accord SPS au niveau communautaire reste encore ambiguë. B. La place ambiguë des accords SPS dans l'ordre juridique communautaire. 39. Étant donné la nature particulière de l'Union européenne, l'intégration de l'accord SPS au sein de l'ordre juridique communautaire posait avec acuité la question de la répartition des compétences entre la communauté et ses États membres. Pour trancher cette question, la Cour de justice des communautés européennes a rendu un avis le 15 novembre 1994 dans lequel elle a estimé que l'accord SPS est de la compétence exclusive de la communauté. De fait, l'acceptation et la mise en œuvre de l'exception sanitaire et phytosanitaire appartiennent exclusivement à la communauté au détriment de ses membres. Malgré cela, une procédure de ratification nationale est indispensable. En pratique, s'agissant de l'accord SPS, le Conseil l'a approuvé au nom des communautés européennes le 22 décembre 1994 et la ratification a eu lieu par la suite dans chacun des États membres. En France, elle est intervenue par la loi numéro 94-1137 du 27 décembre 1994. 40. Hormis la question de la compétence concernant l'acceptation et la ratification de l'accord SPS, l'intégration dans l'ordre juridique communautaire de ce texte soulève d'autres interrogations concernant notamment l'invocabilité de ce dernier, c'est-à-dire la possibilité pour le justiciable d'invoquer ce texte devant le juge communautaire. Conformément à une conception classique,
La Cour de justice des communautés européennes a réaffirmé le principe selon lequel il n'est pas possible d'invoquer directement les textes internationaux conclus par la communauté pour écarter une réglementation des États membres, dans la mesure où ces derniers ne contiennent pas d'obligations inconditionnelles et suffisamment précises et nettes pour l'intéressé. Ce rejet de la part de la Cour de justice des communautés européennes n'empêche pas toute invocation en justice des accords SPS. En effet, la Cour a indiqué s'agissant des accords internationaux ratifiés par les communautés européennes que, dans la mesure du possible, il était nécessaire d'interpréter les normes communautaires en conformité avec lesdits textes. Par ce biais, un requérant pourra invoquer l'accord SPS à l'encontre de toute mesure communautaire ou nationale. Ainsi, même en l'absence d'effet direct, l'accord SPS occupe une place importante dans l'ordre juridique communautaire, tout comme dans l'ordre juridique international. 41. Ce positionnement particulier, associé au fait que le dit texte est le seul au niveau international à être entièrement consacré à la question de la coordination des impératifs de libre circulation des marchandises, de santé des personnes, des animaux et de soins ou végétaux, assure une autorité particulière à l'accord SPS en matière sanitaire et phytosanitaire. Ceci justifie que nous lui consacrerions toute la suite de notre étude. 42. L'analyse du texte et des conflits découlant de son application démontre la difficulté d'invoquer l'exception sanitaire et phytosanitaire dans la mesure où les principes directeurs permettant de légitimer une mesure SPS sont extrêmement rigoureux, chapitre 1. Cependant, une étude approfondie laisse apparaître un certain nombre d'éléments qui pourraient à terme être à l'origine d'un éventuel assouplissement de l'interprétation de l'accord, chapitre 2. Chapitre 1. L'affirmation de principes directeurs extrêmement rigoureux. 43. L'accord SPS n'a pas pour objectif d'empêcher un État de prendre des mesures à visée sanitaire ou phytosanitaire. Il a pour finalité d'encadrer l'adoption et l'application de telles mesures afin d'éviter toute dérive protectionniste. Concrètement, dans le domaine agroalimentaire, l'accord SPS réglemente l'adoption et le maintien des dispositions nationales relatives aux produits agroalimentaires fondées sur la sécurité alimentaire. Ainsi, par exemple, les principaux différends ayant entraîné l'application de l'accord concernent la validité des réglementations interdisant la mise sur le marché de viande traitée aux hormones, ou celle de la loi australienne restreignant l'importation de produits à base de saumon frais. L'accord SPS fixe des conditions auxquelles une mesure doit répondre pour être légitimée au titre de ce texte. À l'heure actuelle, il convient de souligner qu'aucune mesure n'a été jugée conforme à l'accord SPS. Ce simple constat met en lumière la rigueur des exigences de l'accord SPS qui concernent cumulativement la nature section 1, la justification section 2 et les effets de la mesure section 3. Section 1. La nature des mesures SPS. 44. Au regard de la rigueur de l'accord SPS et de la multiplication des mesures sanitaires et phytosanitaires, il paraît indispensable de déterminer avec précision la nature des mesures pouvant entrer dans le champ d'application de cet accord. Pour ce faire, il convient de s'interroger successivement sur l'auteur, 1, et la forme des mesures en question, 2. 1. L'auteur des mesures SPS. 45. Si le nombre de bénéficiaires de l'accord est très important puisqu'il concerne aussi bien les producteurs, et plus particulièrement les exportateurs, que les consommateurs, il n'en est pas de même s'agissant des personnes obligées par l'accord. En effet, les États sont les seuls à être contraints par cet accord. Ainsi, ce sont exclusivement les mesures adoptées par un État qui doivent satisfaire aux exigences de l'accord. Cette analyse est confortée par la formulation des diverses dispositions du texte. L'article 2.3 dispose par exemple que les membres feront en sorte que leurs mesures sanitaires et phytosanitaires n'établissent pas de discrimination. 46. Ceci ne signifie pas pour autant que les mesures qui ne sont pas prises par l'État ne soient pas incitées à respecter l'accord SPS. Dans le but d'assurer une plus grande effectivité de l'accord, l'article 13 impose un certain nombre d'obligations aux États. Les membres sont, par exemple, contraints d'élaborer et de mettre en œuvre des mesures et des mécanismes pour favoriser le respect de l'accord par des institutions autres que celles du gouvernement central.
En vertu des dispositions de l'article 13 de l'accord SPS, l'État engage donc sa responsabilité à partir du moment où il n'a pas pris toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour que les organismes locaux et régionaux observent l'accord. De cette manière, en pratique, le texte possède un caractère contraignant bien supérieur à ce que son énoncé pourrait laisser penser. Si le texte envisage restrictivement la condition relative à l'auteur des mesures, ce n'est pas le cas de la forme de ces dernières. La forme des mesures SPS. 47. Les mesures sanitaires et phytosanitaires sont invoquées de plus en plus fréquemment pour justifier des mesures étatiques, pouvant avoir un effet restrictif sur le commerce. Afin d'être efficient, l'accord SPS, dont la finalité est de coordonner le droit des gouvernements à maintenir une protection sanitaire et phytosanitaire appropriée et les impératifs de liberté du commerce, doit prendre en considération dans toute leur diversité les mesures sanitaires et phytosanitaires. Pour ce faire, l'accord SPS est indifférent à l'aspect formel des mesures adoptées par les États. Afin d'atteindre les objectifs fixés par l'accord SPS, l'harmonisation semble un moyen efficace de concilier à la fois la sécurité alimentaire et les principes de libéralisation. L'accord SPS encourage ainsi les gouvernements à établir au niveau national des mesures sanitaires et phytosanitaires compatibles avec les normes, les directives et les recommandations internationales en conférant à ce type de mesures une présomption de conformité à l'accord SPS et aux principes du GATT, tout en paraissant peu rigoureux quant à la condition de forme de la mesure SPS. L'accord incite donc les États à opter pour un type précis de mesure. À l'indifférence à l'aspect formel des mesures. 48. En vertu de l'annexe à alinéa D, les mesures qui tombent sous le coup de l'accord SPS peuvent revêtir la forme d'une loi, d'un décret, de toute réglementation, toute prescription et toute procédure pertinente. La condition tenant à la forme de la mesure est donc envisagée très largement. Le texte s'attache uniquement au contenu substantiel des mesures, afin d'éviter qu'un État ne puisse se soustraire aux exigences de l'accord SPS par une simple modification de la forme de la mesure. Cette volonté de soumettre à l'accord SPS le plus grand nombre possible de mesures étatiques à visée sanitaire ou phytosanitaire est également perceptible à travers le fait que le texte ne fasse aucune distinction en fonction du caractère contraignant ou non de la mesure. L'accord s'applique indifféremment, que la mesure étatique soit facultative ou obligatoire, contrairement à ce qui est prévu par l'accord OTC. Le groupe spécial, constitué dans l'affaire relative aux mesures visant les produits agricoles japonais, réaffirme cette conception, en indiquant expressément qu'il n'est nullement exigé dans l'accord SPS que les mesures soient obligatoires ou juridiquement exécutoires. Toutefois, en pratique, il est peu probable qu'une mesure facultative entre dans le champ d'application de l'accord SPS qui ne concerne que les mesures qui peuvent affecter le commerce international. 49. La conception extensive du champ d'application de l'accord SPS est encore accentuée par le fait que le texte s'applique à toutes les mesures sanitaires et phytosanitaires en vigueur, quelle que soit la date à laquelle elles ont été adoptées. De fait, un État se trouve dans l'obligation de vérifier la conformité de l'ensemble de ces mesures sanitaires et phytosanitaires toujours en vigueur. 50. Si de manière générale l'accord SPS semble relativement souple quant à la nature des mesures qu'il entend régir, il n'en demeure pas moins qu'il cherche à harmoniser au maximum les réglementations sanitaires et phytosanitaires. Ceci participe en effet à la réalisation des objectifs fixés par l'accord. Cela doit permettre aux États de conserver un certain pouvoir souverain en matière sanitaire et phytosanitaire, tout en limitant les entraves au commerce international. Pour atteindre cet objectif, l'accord SPS incite les États par le biais d'une présomption à rendre leurs mesures conformes à des standards internationaux. La présomption de conformité conférée par le respect des normes internationales. 51. Devant l'intérêt d'une harmonisation des normes au niveau international, de nombreux textes ont œuvré dans ce sens. Parmi eux on trouve l'accord SPS, mais également l'accord OTC. Cependant dans ce dernier, il faut souligner que la présomption de conformité d'une mesure nationale est soumise à la condition de la légitimité des objectifs poursuivis. 52. Pour l'accord SPS,
Il convient de remarquer que la volonté d'harmonisation des mesures sanitaires et phytosanitaires, exprimée dès le préambule, se traduit de différentes manières. D'une part, les États membres sont incités à adopter des mesures nationales conformes aux normes et directives internationales, et d'autre part ils sont également invités à participer de façon active à l'élaboration des standards internationaux au sein des organes compétents. Dans le cadre de ces développements relatifs à la nature des mesures ESPS, nous concentrerons notre analyse sur la présomption de conformité conférée par le respect des standards internationaux 132. 53. Au vu des enjeux induits par la conformité des mesures nationales aux normes internationales, il a été indispensable d'encadrer rigoureusement l'obtention de la présomption de conformité. Les exigences fixées afin de bénéficier de cet avantage concernent à la fois les normes internationales et les mesures nationales. 54. En vertu de l'annexe A3, seules les normes établies par les organisations internationales, limitativement énumérées, peuvent faire bénéficier les mesures nationales de la présomption de compatibilité à l'accord SPS et aux principes du GATT. Le fait de définir avec précision quels sont les organismes internationaux élaborant des normes pouvant servir de base à des mesures nationales présumées conformes devait permettre d'assurer l'harmonisation des normes sur des bases solides. En effet, le Codex Alimentarius, l'Office international des épizooties et la Convention internationale pour la protection des végétaux jouissent d'une autorité importante dans leurs domaines de compétences respectifs. C'est ainsi que le Codex Alimentarius, depuis son entrée en fonction en 1963, est devenu une véritable référence au niveau international s'agissant des normes alimentaires. La commission du Codex Alimentarius a adopté une multitude de normes portant par exemple sur les poissons et produits de la pêche ou les résidus de médicaments vétérinaires. Cependant, il convient de préciser que les normes ainsi élaborées n'ont pas juridiquement de valeur contraignante pour les États. Le rôle et le fonctionnement de l'Office international des épizooties 138 et du Codex Alimentarius sont substantiellement similaires. La seule différence réside dans le domaine d'activité. L'Office international des épizooties a été créé en 1924, avec pour finalité d'informer et de coordonner sur le plan international les études relatives à la surveillance, au contrôle et l'éradication des maladies animales. Les standards élaborés sont de simples recommandations qui ne lient pas les États. À l'image du Codex Alimentarius, la CIPV adopte elle aussi des normes internationales qui portent sur la protection des plantes en suivant une procédure préétablie. Cette fois-ci encore, ces standards ne sont pas contraignants pour les États, sous réserve des modifications engendrées par l'entrée en vigueur de l'accord SPS, comme dans les cas précédents. 55. En dépit de l'autorité dont jouissent ces différentes organisations internationales, il faut bien reconnaître que leurs fonctionnements ne sont pas exempts de critiques. Ce qui est susceptible de nuire à la légitimité des systèmes et à l'harmonisation mise en place. 56. Le fait que la norme internationale de référence ait été adoptée par des organisations internationales, strictement énumérées, est une condition nécessaire mais non suffisante pour bénéficier de la présomption de conformité. Il faut en effet, lorsqu'un État intègre ce type de norme, qu'il procède de manière extrêmement rigoureuse. La mesure nationale pour être présumée en conformité avec l'accord SPS doit incorporer complètement la norme internationale, ce qui la transforme en pratique en une norme nationale. À défaut, la mesure nationale ne bénéficie pas de cette présomption. Une mesure nationale est donc présumée conforme à partir du moment où elle est identique dans tous ses éléments à la norme internationale de référence élaborée selon le cas par le Codex Alimentarius, l'Office international des épizooties ou la Convention internationale pour la protection des végétaux. Maintenant qu'il a clairement été déterminé dans quelles hypothèses les mesures nationales bénéficient d'une présomption de conformité, il paraît judicieux de s'intéresser aux conséquences de cette dernière. 57. Deux aspects doivent être distingués. L'un concerne la valeur juridique des standards internationaux, l'autre est relatif à la question de la charge de la preuve, qui est un problème particulièrement délicat en matière agroalimentaire. 58. Du point de vue de la valeur juridique des normes élaborées par le Codex Alimentarius, l'OA et la CIPV,
l'instauration de l'accord SPS marque une véritable évolution. À l'origine en effet, ces normes n'étaient que de simples recommandations qui ne liaient pas les États. Cet état de fait a été modifié par l'article 3.2 de l'accord SPS et par les références expresses aux organisations internationales faites dans le corps de l'accord SPS. Ceci a pour conséquence principale de faire de ces normes des références à partir desquelles les mesures nationales seront jugées licites par l'organe de règlement des différends de l'OMC. 59. En ce qui concerne la charge de la preuve, les conséquences de la présomption de conformité ne sont pas identiques qu'il s'agisse de démontrer le respect de la condition de nécessité ou des autres exigences de l'accord SPS. L'existence d'une présomption de conformité au profit des mesures nationales conformes aux standards internationaux n'emporte aucune modification s'agissant du respect des conditions autres que la nécessité. L'organe d'appel dans la jurisprudence, Buff aux hormones, a expressément affirmé que les États ne se conformant pas aux standards internationaux n'ont pas à se voir attribuer la charge de la preuve, contrairement à ce qui avait été décidé par les groupes spéciaux. C'est par conséquent la partie demanderesse qui doit prouver que les mesures en question sont contraires à l'accord SPS, qu'elles soient ou non conformes aux normes internationales. En revanche, à propos de la condition de nécessité, l'article 3.2 a une influence majeure qu'il convient à présent d'étudier dans le cadre plus général de développement lié à la question plus large de la justification des mesures SPS. Section 2. La justification des mesures SPS. 60. L'article 2.2 de l'accord SPS énonce dans sa section relative aux droits et obligations fondamentaux des États les exigences en matière de justification des mesures. Cet article dispose en effet que les membres feront en sorte qu'une mesure sanitaire ou phytosanitaire ne soit appliquée que dans la mesure nécessaire pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver des végétaux, qu'elle soit fondée sur des principes scientifiques et qu'elle ne soit pas maintenue sans preuve scientifique suffisante, exception faite de ce qui est prévu au paragraphe 7 de l'article 5. En vertu de cette disposition, il est clairement établi que pour être justifiée, une mesure SPS doit être nécessaire à la protection des personnes, des animaux, à la préservation des végétaux et doit être fondée sur des preuves scientifiques. De sorte, il convient de s'intéresser successivement à la condition de nécessité, 1, et à l'obligation d'une évaluation scientifique, 2. 1. La condition de nécessité. 61. La condition de nécessité ne soulève aucune interrogation lorsque la mesure nationale a été prise sur le fondement de l'article 3.2. Celui-ci dispose en effet que les mesures sanitaires ou phytosanitaires qui sont conformes aux normes internationales seront réputées être nécessaires à la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux, ou à la préservation des végétaux. L'utilisation du terme réputé traduit pour une partie de la doctrine l'existence d'une présomption irréfragable de nécessité de la mesure pour la protection de la santé publique et le soin des végétaux. En revanche, si un État choisit d'adopter soit une mesure en considérant seulement quelques aspects de la norme internationale, soit une mesure ne prenant pas en compte ces normes, il se retrouve dans l'obligation de démontrer que la mesure SPS est nécessaire. 62. L'interprétation exacte de l'article 2.2 ne peut pas encore être établie avec certitude, puisqu'à l'heure actuelle aucune instance juridictionnelle de l'OMC n'a eu à examiner si la condition de nécessité exprimée par l'article 2.2 était satisfaite. Seules les questions relatives à l'article 5.6, qui constituent seulement un des aspects de la condition de nécessité, ont été examinées. L'analyse de cette condition ne peut donc se faire que par comparaison aux dispositions du GATT dans lequel ce même type d'exigence se retrouve. La similitude entre les deux textes permet de déduire que la condition de nécessité comporte deux aspects. D'une part, les mesures doivent être essentielles à la protection efficace de la santé des personnes, des animaux et à la préservation des végétaux et d'autre part, elles ne doivent pas être plus restrictives pour le commerce qu'il n'est requis. L'interprétation de ces deux éléments est très complexe et est encore susceptible d'évoluer, en influençant très sensiblement la rigueur de l'accord. Les exigences concernant le caractère restrictif de la mesure sont exprimées de façon plus détaillée dans l'article 5.6 de l'accord SPS. Selon nous,
Cette question de proportionnalité, englobée pour partie dans le problème de la nécessité, relève plus de l'étude des exigences liées aux effets des mesures nationales qu'à leur justification. Par conséquent, elle sera traitée ultérieurement. Étant donné qu'à l'heure actuelle ni les groupes spéciaux, ni l'organe d'appel n'ont eu l'occasion d'examiner l'article 2.2 de l'accord SPS, il n'est pas possible d'établir de façon certaine les relations entre l'article 2.2 et l'article 5.6. Le groupe spécial dans l'affaire concernant les saumons s'est contenté d'affirmer que l'article 5.6 devait être lu à la lumière de l'article 2.2. Au regard de la formulation de l'article 2.2, une certaine coordination entre les deux dispositions peut être décelée. L'article 2.2 comprend les exigences contenues dans l'article 5.6. Ce dernier ne rend pas compte de l'ensemble des obligations fixées par l'article 2.2. Concrètement, une mesure peut être conforme à l'article 5.6 et donc n'être pas plus restrictive pour le commerce qu'il n'est requis, sans pour autant satisfaire à l'article 2.2 qui exige que la mesure assure une protection efficace de la santé. 63. Hormis les problèmes liés à l'interprétation de la lettre des articles 2.2 et 5.6 et de leurs rapports respectifs, la question plus générale de l'esprit du texte se pose. Ce qui conduit à s'interroger sur la place que peut occuper le principe de précaution, au regard de l'obligation de nécessité. Une interprétation trop stricte de cette condition pourrait conduire à l'exclusion des mesures prises en cas d'incertitude scientifique. En effet, lorsque le risque n'est pas avéré et qu'il existe une incertitude scientifique quant à ce dernier, il peut paraître difficile d'admettre que la mesure prise par un État soit nécessaire à la protection de la santé des personnes et des animaux et à la préservation des végétaux. Cependant, il semblerait qu'une telle interprétation puisse être écartée et que cette conception extrêmement rigoureuse de la condition de nécessité ne soit pas retenue. Pour conserver tout son sens, ce choix doit être associé à une vision plutôt souple de la condition de proportionnalité. 64. Au terme de cette analyse sur la condition de nécessité, il apparaît qu'en dépit d'une éventualité d'assouplissement, cette exigence est susceptible de limiter de façon importante la marge de manœuvre des États dans le domaine sanitaire et phytosanitaire. Il en est de même pour la seconde justification évoquée par l'article 2.2. L'obligation d'analyse scientifique interprétée de façon aussi stricte qu'actuellement représente en effet une lourde charge pour les États. L'obligation d'analyse scientifique. 65. L'analyse scientifique est une question fondamentale au sein d'une étude consacrée à l'accord SPS. La justification scientifique est même qualifiée par Christine Noiville d'épine dorsale du texte. De même, Jean-Pierre Doussin estime que la justification scientifique est une obligation absolue, dans le cadre de l'accord SPS. En pratique, cela contraint les États à fonder leurs mesures nationales relatives à la sécurité alimentaire sur des arguments uniquement scientifiques, à l'exclusion de tous les autres tels que la dimension culturelle. Au regard de l'importance de cette question dans ce texte, il convient à l'image des dispositions de l'accord de s'interroger successivement sur l'évaluation scientifique en cas de risque avéré, A, et en cas d'incertitude scientifique, B. À l'évaluation scientifique en cas de risques avérés. 66. Le paragraphe 4 de l'annexe A de l'accord SPS distingue deux types d'évaluation. La première, dite évaluation de type I, vise à déterminer la probabilité de survenance du risque et ses conséquences éventuelles en fonction des mesures sanitaires ou phytosanitaires qui sont envisagées. La seconde, dite évaluation de type 2, consiste quant à elle à évaluer les effets négatifs liés à l'apparition du risque. Cette présentation succincte met en lumière des divergences importantes entre les deux méthodes. En dépit de ces différences, l'accord énonce également des conditions communes aux deux types d'évaluation. De sorte qu'il paraît judicieux d'aborder successivement les exigences communes à l'ensemble des méthodes 1, puis celles instituées pour l'évaluation de type I 2, et enfin celles fixées pour l'évaluation de type 2 3. 1. Les exigences communes aux deux types d'évaluation. 67. L'accord SPS a choisi d'encadrer très strictement l'adoption de mesures sanitaires et phytosanitaires. Cette rigueur est particulièrement marquée, s'agissant de l'évaluation scientifique qui constitue la pierre angulaire de l'ensemble des principes instaurés par l'accord.
Ce phénomène se traduit à travers les conditions que doit remplir l'ensemble des évaluations scientifiques. Ces exigences communes sont à la fois d'ordre formel A et d'ordre substantiel B. A. Les exigences formelles. 68. L'accord SPS, mais également la jurisprudence des groupes spéciaux et de l'organe d'appel, ont choisi de détailler les conditions auxquelles doit formellement répondre toute évaluation scientifique pour être considérée comme valable, ceci dans le but d'éviter un maximum de contestations et d'éventuelles dérives protectionnistes liées à des mesures d'ordre sanitaire ou phytosanitaire prises par les États. 69. La date de réalisation de l'évaluation scientifique est le seul aspect qui est échappé à cet encadrement rigoureux. Ceci s'explique par le fait que l'essentiel réside dans la justification scientifique de la mesure SPS, peu importe sa date de réalisation. Dans l'affaire relative à l'importation des saumons, le groupe spécial a pris en considération une évaluation des risques publiée 4 mois après la mesure incriminée. Cette solution présente toutefois l'inconvénient de permettre à un État d'attendre qu'une mesure soit contestée devant l'OMC pour procéder à l'évaluation des risques. Si la question de la date de l'évaluation scientifique n'a pas fait l'objet d'obligations formelles particulières, il n'en est pas de même des autres aspects de ce processus scientifique. Les garanties procédurales sont nombreuses et portent essentiellement sur l'auteur de l'évaluation scientifique, A1, et sur la méthode employée pour réaliser cette dernière, A2. A1. L'auteur de l'évaluation scientifique. 70. Étant donné que dans l'hypothèse d'un risque avéré, la mesure SPS ne peut être validée qu'à partir du moment où elle est justifiée par une évaluation scientifique, il est indispensable, pour légitimer aussi bien la mesure SPS que l'évaluation scientifique, d'apporter des garanties concernant la personne en charge de cette évaluation. C'est la raison pour laquelle l'organe d'appel a précisé que l'évaluation scientifique devait provenir de sources compétentes et respectées. Cependant, il a également spécifié que cette obligation ne signifie pas pour autant qu'il faille uniquement tenir compte de l'opinion scientifique dominante. Une opinion dissidente peut constituer une évaluation scientifique valable à partir du moment où elle a été élaborée par une personne compétente et respectée. L'accord SPS ne cherche en aucun cas à faire prévaloir une vision monolithique du problème scientifique. Il cherche uniquement à assurer la crédibilité du fondement scientifique en tentant d'éviter le détournement de l'évaluation scientifique au profit d'une mesure indue. 71. Toutefois, même si cette intention est louable, sa mise en application soulève de nombreuses difficultés pratiques. Elle implique en effet que les groupes spéciaux soient à même de pouvoir juger la compétence des auteurs des évaluations scientifiques, ce qui paraît délicat notamment dans la mesure où les membres des groupes spéciaux ont en majorité des formations économiques ou juridiques. La solution souvent évoquée pour pallier ce problème est de faire appel à des experts conseils propres aux groupes spéciaux qui sont compétents pour juger les évaluations. En réalité, le fait d'appeler des experts auprès des groupes spéciaux engendre de nouvelles difficultés relatives en particulier à l'indépendance de ces derniers vis-à-vis des parties. 72. Il faut préciser qu'il n'est aucunement obligatoire que l'État réalise sa propre évaluation scientifique. Il est tout à fait possible en vertu de l'accord SPS qu'un État reprenne les évaluations scientifiques de pays tiers ou d'organisations internationales. L'accord SPS se contente en effet d'exiger que l'auteur soit compétent et respecté. Même sans aller jusque-là, il est indispensable lorsqu'un État se fonde sur sa propre évaluation scientifique, qu'il tienne compte d'autres évaluations réalisées par des tiers dans la mesure où celles-ci représentent des preuves scientifiques disponibles. 73. L'analyse menée concernant les qualités de l'auteur de l'évaluation scientifique révèle la volonté des rédacteurs de l'accord SPS de garantir la crédibilité du système par le biais d'une très forte formalisation du processus scientifique. Cette même intention se retrouve à travers l'étude des exigences liées à la méthode de réalisation de l'évaluation scientifique. A2. La méthode d'élaboration de l'évaluation scientifique. 74. Fidèle à la volonté d'harmonisation déjà exprimée dans le préambule et dans l'article 3 de l'accord SPS, l'article 5.1 du dit texte incite les États à tenir compte, lorsqu'elles existent,
des méthodes d'évaluation scientifique élaborées par les organisations internationales compétentes. Ainsi, par exemple, dans l'affaire du bœuf aux hormones, les groupes spéciaux ont-ils considéré que les méthodes d'évaluation adoptées par le Codex Alimentarius étaient pertinentes en l'espèce. De même, dans l'affaire relative au saumon, les groupes spéciaux ont estimé qu'il fallait tenir compte des méthodes d'évaluation élaborées par loi. 75. Même si les États doivent prendre en considération les techniques d'évaluation instaurées par les organisations internationales, ils ne peuvent pas appliquer ces méthodes et se contenter d'une analyse trop générale. L'évaluation scientifique doit être spécifique et propre au cas d'espèce. Le degré de spécificité exigé est relativement élevé comme le prouve l'affaire du bœuf aux hormones. Dans le cadre de ce différend, l'évaluation des risques réalisée par les communautés européennes a été considérée comme étant trop générale par les groupes spéciaux, notamment parce que le potentiel cancérigène n'a pas été rapporté concernant les 6 hormones prohibées. Cette rigueur est également confirmée dans l'affaire relative aux importations de saumon. À l'instar de l'affaire précédente, le groupe spécial a estimé que l'Australie aurait dû évaluer les risques de chaque catégorie de saumon dont elle interdit l'importation. 76. L'accord SPS énonce les principes directeurs guidant l'évaluation scientifique et prévoit également leur mise en œuvre. De sorte, les articles 5.2 et 5.3 énumèrent un certain nombre de facteurs qu'il est utile de prendre en considération lors de l'évaluation des risques. Ces éléments sont d'ordre scientifique et économique. L'article 5.2 évoque par exemple les méthodes d'inspection, d'échantillonnage et d'essai. L'article 5.3 insiste, quant à lui, sur des données économiques. À ce titre, il aborde en particulier le problème de perte de production liée au risque ou du coût de l'éradication d'une maladie. La portée de ces énumérations, qui détaillent l'ensemble des éléments à prendre en compte lors de l'évaluation scientifique, fait encore l'objet de débats. En effet, l'organe appelle à estimer que l'article 5.2 ne présente pas de caractère exhaustif, mais une partie de la doctrine conteste cette interprétation. L'article 5.3 n'a pas encore été examiné lors d'un différend, cependant les mêmes incertitudes risquent d'apparaître à l'avenir. Ces questions relatives aux éléments à prendre en compte lors des évaluations scientifiques sont extrêmement liées à d'autres interrogations concernant plus particulièrement l'objet de l'évaluation scientifique, qui font partie des exigences substantielles instaurées par l'accord SPS et la jurisprudence en matière d'évaluation scientifique. Mais les exigences substantielles. 77. Contrairement aux aspects purement formels, les exigences substantielles sont pour une part communes à l'ensemble des évaluations scientifiques, mais également propres à chaque type d'évaluation. Les exigences spécifiques étant traitées ultérieurement, les développements suivants se consacrent uniquement aux obligations substantielles qui sont identiques quelle que soit l'évaluation en question. Celles-ci concernent aussi bien l'objet, B1, que la finalité, B2, de l'évaluation scientifique. B1. L'objet de l'évaluation scientifique. 78. La question de l'objet de l'évaluation scientifique pose en fait le problème de la distinction entre le risque théorique et le risque réel. Sur ce point, l'organe d'appel dans l'affaire relative au saumon a bien précisé que le risque évalué dans le cas d'une évaluation des risques doit être vérifiable. L'incertitude théorique n'est pas le genre de risque qui doit être évalué au terme de l'article 5.1. Cette position s'explique par le fait que la science ne peut pas par nature être catégorique sur l'absence de risque, le risque zéro n'existe pas. S'il en était autrement, toutes les mesures SPS seraient considérées comme valables puisqu'elles seraient toutes établies sur la base d'une évaluation des risques dans la mesure où il y a toujours un risque. 79. L'application pratique d'une telle solution est extrêmement délicate, dans la mesure où la différence entre risque réel et risque théorique est parfois extrêmement ténue. Ainsi, dans l'affaire bœuf aux hormones, les communautés européennes considéraient qu'il existait un risque justifiant les mesures SPS, alors que les groupes spéciaux et l'organe d'appel ont estimé que l'utilisation des hormones en cause, à l'exception de l'acétate de mélengestrol, à des fins anabolisantes était sans danger. Cependant, cette affirmation est contestable puisque l'organe d'appel lui-même reconnaît ultérieurement dans son rapport le caractère cancérigène des hormones. 80.
Il convient de remarquer qu'il ne faut pas confondre le fait que l'évaluation scientifique doive porter sur un risque réel et l'hypothèse d'insuffisance de preuve évoquée par l'article 5, 7. Dans le cadre de cette disposition, le risque est réel, mais il existe des incertitudes scientifiques notamment quant à l'ampleur de ce dernier. L'étude de l'objet de l'évaluation scientifique a permis de montrer en quoi cette exigence substantielle permet aux États de prendre des mesures sanitaires et phytosanitaires en cas de risque réel, assurant de sorte la conciliation entre les impératifs de liberté du commerce et de sécurité alimentaire. Toutefois, la détermination précise de l'objet de l'évaluation scientifique ne garantit pas à elle seule que les mesures SPS ne soient pas prises à des fins protectionnistes. En effet, même si une évaluation scientifique conclut à l'existence d'un risque réel, mais que les mesures prises ne sont pas en conformité avec cette dernière, cela aboutit à entraver indûment, au regard de l'accord SPS, la circulation des marchandises. C'est la raison pour laquelle il est également nécessaire de définir avec précision les finalités de l'évaluation scientifique. B2. Les finalités de l'évaluation scientifique. 81. Hormis l'obligation de résultats spécifiques à chaque évaluation des risques instituée par l'annexe A de l'accord SPS, l'article 5.1 de ce texte énonce qu'il est indispensable que la mesure nationale soit prise sur la base d'une évaluation scientifique. Ceci s'explique par le fait que l'obligation d'évaluation scientifique très rigoureuse n'a de sens que si cette dernière fonde les mesures sanitaires ou phytosanitaires. De sorte, il devient évident que l'interprétation de l'expression sur la base de revêt alors un aspect fondamental pour juger de la validité d'une mesure SPS. C'est la jurisprudence de l'OMC qui a été chargée de préciser le sens de cette expression. C'est ainsi que l'organe d'appel dans l'affaire BF aux hormones a finalement estimé que l'article 5.1 exige une relation logique entre l'évaluation des risques et la mesure. L'organe d'appel a précisé que l'appréciation de l'existence ou de l'absence de cette relation est factuelle. Cette obligation d'un lien rationnel et objectif entre la mesure et les preuves scientifiques est omniprésente dans les différentes affaires, comme le montrent par exemple les différends relatifs au bœuf aux hormones, au saumon et aux pommes. Dans les trois espèces, les instances juridictionnelles de l'OMC ont considéré que les conclusions qui sous-entendent les mesures n'étaient pas conformes à l'évaluation des risques. 82. L'exigence d'un lien logique issu de l'interprétation de l'article 5.1 est un point essentiel de l'accord SPS, mais c'est également un des aspects de la condition de nécessité. Une mesure SPS ne peut en effet être considérée comme nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes, ou à la préservation des végétaux qu'à partir du moment où elle est légitimement justifiée. En ce sens, les articles 5.1 et 2.2 entretiennent d'étroites relations. L'articulation de ces deux dispositions n'a pas encore été examinée de façon globale par les instances de l'OMC. L'organe d'appel s'est contenté d'affirmer que les articles 2, 2 et 5.1 de l'accord SPS doivent être lus ensemble. Toutefois, lors des différentes affaires, les groupes spéciaux et l'organe d'appel ont eu l'occasion d'envisager les liens entre les deux dispositions dans diverses hypothèses. Dans les différends relatifs au saumon, l'organe d'appel a affirmé qu'une mesure contraire à l'article 5.1 n'est jamais conforme à l'article 2, 2. En revanche, une mesure prise sur la base d'une évaluation des risques conforme aux conditions fixées par l'article 5.1 ne satisfait pas forcément aux exigences de l'article 2, 2 de l'accord SPS. En effet, l'article 5.1 en disposant que les membres feront en sorte que leurs mesures sanitaires et phytosanitaires soient établies sur la base d'une évaluation, compte tenu des techniques d'évaluation et des risques élaborés par les organisations compétentes, agit comme une lex specialis par rapport à l'article 2.2 qui pose uniquement le principe d'un fondement scientifique des mesures. Ces rapports hiérarchisés entre diverses dispositions de l'accord SPS a déjà été mis en lumière entre les articles 5, 6 et 2, 2. Le fait de remplir les exigences communes pour une évaluation scientifique est une condition nécessaire, mais non suffisante pour valider cette dernière. Il est indispensable en effet de répondre également aux exigences spécifiques de type I ou 2 selon les circonstances. 2. Les exigences spécifiques aux évaluations de type UI. 83. En vertu du paragraphe 4 de l'annexe A,
L'évaluation de type I concerne l'entrée, l'établissement ou la dissémination d'un parasite ou d'une maladie, et correspond par conséquent à l'hypothèse envisagée par le A du paragraphe 1 de l'annexe A. En dehors de ce cas de figure, il semblerait que l'évaluation de type I soit envisagée pour deux types de mesures envisagées par les alinéas C et D du paragraphe 1 de l'annexe A. Premièrement, celle qui vise à protéger la santé et la vie des personnes. Deuxièmement, celle qui empêche ou limite d'autres dommages découlant de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination des parasites. Cette analyse n'est à l'heure actuelle que purement prospective, dans la mesure où l'annexe A de l'accord SPS reste silencieuse sur l'évaluation utilisable dans les hypothèses évoquées par les alinéas C et D du paragraphe 1 et que la jurisprudence de l'Organisation mondiale du commerce ne les a pas non plus abordées. 192. 84. Si les instances juridictionnelles de l'OMC n'ont pas encore examiné les problèmes relatifs aux méthodes d'évaluation utilisables dans les alinéas C et D du 1 de l'annexe A, il n'en est pas de même des conditions auxquelles doit répondre l'évaluation de type I. Les différents rapports de l'organe d'appel et des groupes spéciaux portant sur les saumons ont déduit des termes du paragraphe 4 de l'annexe A qu'afin de satisfaire aux exigences de l'évaluation de type I, un État doit identifier là où les maladies dont il veut empêcher l'entrée, l'établissement et la dissémination sur son territoire ainsi que les conséquences biologiques et économiques qui pourraient en résulter. Évaluer la probabilité de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination de ces maladies et des conséquences biologiques qui pourraient en résulter, et effectuer l'évaluation de la probabilité de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination de ces maladies, en fonction des mesures sanitaires qui peuvent être appliquées. 85. Après avoir listé ces obligations, la jurisprudence a précisé ce qu'implique chacune d'entre elles. La nécessité pour un État d'évaluer la probabilité d'un risque équivaut pour ce dernier à estimer de façon qualitative ou quantitative la probabilité de survenance du risque. De sorte, la simple démonstration de la possibilité de l'apparition d'une maladie ou d'un parasite est insuffisante dans le cadre de l'évaluation de type I. En revanche, elle répond aux conditions d'une évaluation de type 2. La troisième obligation que doit satisfaire une évaluation de type I a également été explicitée. Celle-ci équivaut à apprécier l'efficacité des mesures à réduire le risque. En ce sens, le rapport de 1996 fourni par l'Australie concernant les saumons envisage les quarantaines afin d'éradiquer le risque lié aux importations. Cette solution est avancée par l'Australie, sans qu'elle ait procédé à l'évaluation du risque allégué en fonction de l'efficacité escomptée des mesures de quarantaine susceptibles d'être adoptées. De ce fait, l'organe d'appel estime que l'évaluation contenue dans le rapport de 1996 ne remplit pas les conditions pour être considérée comme une évaluation de type I. L'analyse du 4 de l'annexe A de l'accord SPS, ainsi que de la jurisprudence consacrée à cet article, a permis de montrer à quel point les exigences propres aux évaluations de type I sont strictes. Pour preuve, lors des 3 affaires où une telle évaluation était nécessaire, une seule espèce a réussi à satisfaire l'ensemble des conditions. De fait, si un État doit, pour justifier sa mesure, procéder à une évaluation de type I, il a peu de chances d'y parvenir. En l'occurrence, une réglementation nationale portant sur la sécurité alimentaire dans le cadre d'une évaluation de cette nature ne peut que très rarement être légitimée. En revanche, dans les différends où une évaluation de type 2 était requise, les parties ont semble-t-il réussi à satisfaire plus aisément aux exigences spécifiques prévues par l'accord. 3. Les exigences spécifiques aux évaluations de type 2. 86. À l'instar de ce qui s'est passé pour la première partie du 4 de l'annexe A de l'accord SPS, ce sont les diverses instances juridictionnelles de l'OMC qui ont déterminé concrètement quelles obligations impliquent une évaluation de type 2 pour un État. Ainsi, les groupes spéciaux dans l'affaire bœuf aux hormones ont estimé qu'afin de répondre à la définition du paragraphe 4 de l'annexe A s'agissant d'une évaluation de type 2, un État devait, tout d'abord, identifier les effets négatifs sur la santé des personnes résultant de la présence des hormones en cause,
et ensuite, si de tels effets négatifs existent, évaluer la possibilité que ces effets se produisent. 287. Les groupes spéciaux ne se sont pas contentés d'interpréter la définition donnée par l'annexe A, ils ont également précisé la portée des obligations qu'ils ont auparavant explicitées. D'après ces instances, évaluer la possibilité des effets négatifs que peut produire la survenance d'un risque conduit simplement à démontrer l'éventualité de tels effets. Contrairement à ce qui est exigé pour une évaluation de type I, l'État n'est pas obligé de donner une dimension quantitative ou qualitative à son évaluation. Ainsi, l'évaluation de type 2 est plus aisément réalisable que celle de type I, comme l'illustre l'affaire Boeuf aux hormones. En effet, dans cette espèce, les groupes spéciaux ont considéré l'évaluation valable dans la mesure où les communautés européennes ont évalué les risques pour la santé humaine liés à la présence des hormones. Toutefois, il convient de remarquer que même si l'évaluation a satisfait aux exigences spécifiques à une évaluation de type 2, elle n'a pas rempli les exigences communes aux deux types d'évaluation. Le caractère rigoureux des exigences relatives à l'évaluation scientifique en cas de risque avéré est accentué dans un contexte d'incertitude scientifique. B. L'évaluation scientifique AE en cas d'incertitude. 88. L'organe d'appel estime qu'une interprétation trop large et trop souple de cette disposition priverait de sens l'article 5.7. Cette position ferme des instances juridictionnelles est perceptible à la fois au niveau des conditions d'application de l'article 5.7.1, du refus de considérer le principe de précaution comme un principe autonome, 2, et de la possibilité restreinte de prendre des mesures de précaution, 3. 1. Les conditions d'application de l'article 5.7 de l'accord SPS. 89. Le caractère exceptionnel de l'article 5.7 apparaît notamment au travers de la formulation de l'article 2.2 de l'accord SPS, emporte un certain nombre de conséquences procédurales relatives à son application. Tout d'abord, l'article 5.7 est d'interprétation stricte. Ensuite, il faut remarquer que l'article 5.7 ne peut pas être retenu d'office. C'est la partie qui souhaite s'en prévaloir qui est dans l'obligation de soulever expressément ce moyen. Enfin, de par son caractère exceptionnel, il aurait été logique que la charge de la preuve concernant les conditions d'application repose sur la partie défenderesse. Mais, finalement, la jurisprudence de l'OMC n'a pas adopté cette position et à l'image de l'ensemble de l'accord SPS, il appartient à la partie plaignante de fournir les éléments de preuve illustrant le non-respect de cette disposition. Cependant, une fois qu'elle a rapporté ce commencement de preuve, la partie adverse doit à son tour renverser la présomption d'exactitude. Afin de prouver le non-respect de l'article 5.7 de l'accord SPS, le demandeur doit démontrer que la mesure prise par le défendeur ne satisfait pas aux conditions de fond posées par cette disposition. 90. Avant toute chose, il convient d'établir que l'on se situe bien dans un contexte où les preuves scientifiques sont insuffisantes. Le caractère fortement subjectif de cette notion oblige les groupes spéciaux à déterminer au cas par cas si le différend correspond bien à ce cas de figure. S'agissant des conditions de fond d'application de l'article 5.7, il faut insister sur le fait qu'une condition n'est pas exprimée explicitement, mais qu'elle apparaît lors de l'analyse de l'article 5.7 dans le contexte global de l'accord SPS. Il ne faut en effet jamais dissocier l'étude d'une disposition de F-architecture du texte dans lequel elle est insérée. On en déduit que même si cette disposition autorise les États à prendre des mesures sanitaires ou phytosanitaires lorsque les preuves scientifiques sont insuffisantes, il n'en demeure pas moins que les mesures en question doivent, autant que faire se peut, respecter les autres dispositions de l'accord SPS. Seules les exigences qui empêcheraient l'application de l'article 5.7 ne doivent pas obligatoirement être respectées. Au sujet des autres dispositions de l'accord, l'article 5.7 n'exonère pas de leur application. Cette position, déduite de l'affirmation de l'organe d'appel, conduit à estimer que le principe de précaution n'a pas été incorporé dans l'accord SPS comme motif justifiant des mesures qui sont par ailleurs incompatibles avec les obligations des membres énoncées dans les dispositions particulières dudit accord, engendre de très importantes conséquences. Cela pourrait notamment obliger les États à respecter la condition de nécessité ou le principe de cohérence,
ce qui conduirait inévitablement à laisser une place mineure au principe de précaution. Il paraît en effet délicat de pouvoir considérer une mesure comme nécessaire ou cohérente au sens strict, alors que le risque en question n'est pas avéré, surtout si une conception restrictive de ces notions est retenue. Toutefois, une précision doit être apportée à ce sujet. En ce qui concerne les conséquences de la position de l'organe d'appel, rien n'est définitif actuellement dans la mesure où l'article 5.7 n'a été soulevé que dans l'affaire relative aux produits agricoles japonais. Ces analyses sont donc susceptibles d'évoluer en particulier dans un sens plus favorable à la prise en compte du principe de précaution. 91. Excepté l'obligation de ne pas déroger plus qu'il n'est nécessaire aux dispositions du dit accord, d'autres conditions doivent être satisfaites afin qu'un État puisse prendre, dans le cadre de l'accord SPS, des mesures sanitaires ou phytosanitaires en cas d'insuffisance de preuves. Celles-ci ont clairement été énoncées par l'article 5.7 et par les groupes spéciaux et l'organe d'appel de l'OMC. Elles sont cumulatives et d'importance égale 209. Elles sont au nombre de 4. 2 d'entre elles concernent le moment de l'adoption de la mesure, les 2 autres doivent être respectées par la suite. 92. S'agissant des conditions à remplir lors de l'instauration de la mesure, il est précisé que les mesures prises sur le fondement de l'article 5.7 doivent être provisoires et être adoptées, sur la base des renseignements pertinents disponibles, y compris ceux qui émanent des organisations internationales compétentes, ainsi que ceux qui découlent des mesures sanitaires et phytosanitaires appliquées par d'autres membres. Ceci appelle plusieurs remarques. En premier lieu, il faut remarquer que la portée de ces obligations n'a pas à l'heure actuelle fait l'objet d'une interprétation de la part des instances de l'OMC. En second lieu, c'est le caractère provisoire des mesures SPS qui explique que les communautés européennes n'ont pas invoqué l'article 5.7 puisqu'elles estiment que les mesures adoptées dans le cadre de l'affaire bœuf aux hormones n'étaient pas provisoires mais définitives. Une telle attitude apparaît malhabile. En effet, si le terme des mesures ne peut être fixé, cela ne signifie pas pour autant qu'elles soient définitives. Les communautés européennes auraient pu se prévaloir de cet article pendant toute la période où l'incertitude existait. 93. En ce qui concerne les exigences à satisfaire postérieurement à l'adoption de cette dernière, l'article 5.7 énonce que l'État doit s'efforcer d'obtenir les renseignements additionnels nécessaires pour procéder à une évaluation plus objective des risques, et doit examiner en conséquence la mesure sanitaire ou phytosanitaire dans un délai raisonnable. Contrairement aux 2 conditions énoncées auparavant, les obligations que doit remplir un État ayant adopté une mesure dans le cadre de l'article 5.7 ont été examinées et explicitées par les diverses instances de l'OMC dans le cadre du différend relatif aux produits agricoles japonais. En l'espèce, la 3e condition obligeait le Japon à collecter les renseignements afin de savoir si les caractéristiques variétales causaient une différence d'efficacité du traitement. Cette exigence n'a pas été satisfaite par le Japon. Bien plus encore, le Japon a maintenu ces mesures pendant 20 ans sans investir dans une recherche. Une telle attitude laisse présager une certaine mauvaise foi et une volonté protectionniste évidente. La 4e condition implique de réexaminer les mesures prises sur la base de l'article 5.7 de l'accord SPS dans un délai raisonnable. Ce caractère évolutif complète l'effort de recherche exigé pendant toute la durée du maintien. 94. L'analyse des conditions d'application de l'article 5.7 de l'accord SPS met en exergue de façon patente la rigueur des exigences à satisfaire pour adopter une mesure sanitaire ou phytosanitaire en cas d'incertitude scientifique. Toutefois, cette disposition ne soulève pas uniquement les questions quant à sa mise en œuvre, elle conduit à s'interroger de façon plus générale sur la prise en compte du principe de précaution au sein de l'accord SPS. Ce questionnement plus général permet de constater 2 phénomènes complémentaires. D'une part, il y a un refus de considérer le principe de précaution comme un principe autonome, mais d'autre part, il existe des possibilités restreintes de prendre des mesures de précaution dans le cadre de l'accord SPS. 2. Le refus de considérer le principe de précaution comme un principe autonome. 95. Le refus de considérer le principe de précaution comme un principe autonome se révèle clairement dans le rapport de l'organe d'appel portant sur le BAEF aux hormones. En effet,
L'organe d'appel énonce clairement au paragraphe 123 qu'il lui paraît superflu et probablement imprudent de prendre position au sujet du statut du principe de précaution, qui est une question importante mais abstraite. 217. La position de l'organe d'appel n'est toutefois pas aussi catégorique par la suite puisqu'il précise que, selon lui, le principe de précaution est pris en compte dans l'accord SPS. Cependant, cette prise en considération n'est que parcellaire, et le principe de précaution ne représente aux yeux de l'organe d'appel ni un principe général, ni une règle autonome qui pourrait l'emporter sur les dispositions de l'accord. Cette réceptivité hésitante du principe de précaution est également perceptible dans la jurisprudence de la Cour internationale de justice. À l'heure actuelle, celle-ci ne s'est pas encore prononcée sur le statut du principe de précaution, alors même qu'elle en a eu la possibilité dans 2 affaires. Ce phénomène n'est pas uniquement palpable au sein des instances juridictionnelles, il est aussi au niveau des États où le débat sur la place du principe de précaution bat son plein. 96. Pour en revenir à l'attitude de l'organe d'appel de l'OMC, elle se justifie sans doute par la volonté de l'organe d'appel de respecter sa nature et ses fonctions. En effet, en vertu du mémorandum d'accord concernant le règlement des différends, cette instance a pour fonction de clarifier les dispositions existantes et les droits et obligations des parties ne doivent pas être diminués ou augmentés. Cette question d'ordre procédural n'est pourtant pas le seul élément justifiant une telle prudence, d'autres motifs sont invoqués. 97. Une des principales raisons, d'ailleurs expressément énoncée dans le rapport de l'organe d'appel dans l'affaire relative au bœuf aux hormones, pour justifier cette position est l'incertitude persistante au sujet de la nature et du statut du principe de précaution. En l'état actuel, 2 conceptions majeures s'opposent. La première considère que le principe de précaution est un principe politique, la seconde estime que c'est un standard. Pour le premier courant doctrinal, la précaution n'est encore, même lorsqu'elle est prévue par les textes, qu'un principe politique. C'est beaucoup, mais ce n'est pas encore une règle de droit qui appellerait une définition précise et aurait des conséquences également précises. D'après ce point de vue, la précaution est une approche, une méthode d'élaboration et de mise en œuvre des politiques. Ce qui conduit à lui enlever tout caractère normatif. Cette solution semble inadaptée au contexte actuel. Pour un second courant doctrinal, représenté notamment par les professeurs Laurence Boy et Gilles J. Martin, le principe de précaution est un standard juridique. De sorte, c'est une notion dont le sens est à construire casuistiquement, enjeu par enjeu, contrairement aux normes classiques pour répondre à des problèmes spécifiques de prise en compte de risques aux effets reportés ou continus. 225. Cette qualification apparaît la plus adaptée pour faire jouer un rôle efficace au principe de précaution. Le problème du statut du principe de précaution n'est pas le seul sujet à faire l'objet de débats. Des incertitudes persistent également sur la définition de ce dernier. 98. Ce manque de précision est apparemment la seconde raison qui justifie le refus de considérer le principe de précaution comme un principe autonome, lui conférant de la sorte une portée insuffisante pour déroger aux autres dispositions de l'accord SPS. L'indétermination augmente d'autant plus la crainte de voir utiliser le principe de précaution à des fins protectionnistes. Afin de pallier ces éventuelles dérives, il paraît nécessaire de définir plus précisément et de manière unanime le principe de précaution, sans perdre de vue que de toute façon le juge opère un contrôle a posteriori de la validité des mesures. 228. 97. Ces arguments permettent de mieux comprendre l'attitude de l'organe d'appel, mais cela reste insuffisant et trop théorique. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire à présent d'analyser la traduction en pratique du refus de considérer le principe de précaution comme un principe autonome au sein de l'accord SPS. D'abord, l'article 5.7 évoque un contexte où les preuves scientifiques sont insuffisantes et non pas une situation d'incertitude scientifique. Cette nuance démontre une réticence à reconnaître le principe de précaution dans toute sa plénitude. En effet, la précaution s'applique dans des cas de figure où l'incertitude est totale et non pas seulement en cas d'insuffisance de preuves. Ensuite, le fait de devoir satisfaire la condition de nécessité est susceptible de découler du caractère exceptionnel de l'article 5.7, démontre la réticence à faire produire au principe de précaution tous ses effets. En matière de précaution, par nature, il ne s'agit pas de risque avéré par conséquent,
une mesure visant à protéger contre un risque potentiel peut apparaître comme n'étant pas strictement nécessaire. L'analyse de l'accord SPS et de la jurisprudence de l'organe d'appel et des groupes spéciaux traduit une réticence à conférer au principe de précaution le statut de principe autonome qui lui permettrait de l'emporter sur les dispositions de l'accord. Cela ne signifie pas pour autant que le refus soit catégorique. L'accord offre tout de même des possibilités restreintes de prendre des mesures de précaution. 3. La possibilité de prendre des mesures de précaution. 98. À l'instar du 124 du rapport de l'organe d'appel dans l'affaire Boeuf aux hormones, la majorité de la doctrine considère que l'accord SPS confère aux États le droit de prendre certaines mesures de précaution. L'organe d'appel a même précisé que l'article 5.7 de l'accord SPS n'est pas exhaustif en ce qui concerne la pertinence du principe de précaution. Ce principe est également pris en compte dans le 6e alinéa du préambule et dans l'article 3.3. En ce sens, le droit d'adopter un niveau de protection élevé, tout comme la possibilité d'agir avec prudence reconnue aux États représentent des formes d'application du principe de précaution. Ces deux éléments sont expressément évoqués par l'organe d'appel, mais il existe d'autres manières de prendre en compte le principe de précaution dans le cadre de l'accord SPS. Ainsi, par exemple, le droit d'agir en se fondant sur des opinions minoritaires ou dissidentes traduit la possibilité de prendre des mesures de précaution, cette opinion dissidente devant tout de même être considérée comme une source compétente et respectée. À défaut, cela pourrait conduire à toutes sortes d'abus. Enfin, il convient de souligner que même s'il est vrai que les conditions d'application de l'article 5.7 sont très strictes, à l'heure actuelle c'est plutôt l'insuffisance de maîtrise des règles procédurales, déterminantes dans l'OMC, qui empêche les États de prendre des mesures sanitaires et phytosanitaires en cas d'insuffisance de preuves. 99. Cet écueil relatif à la rigueur procédurale ne se retrouve pas uniquement dans l'article 5.7, mais également au sujet d'autres aspects de l'évaluation scientifique. L'analyse des justifications des mesures SPS a confirmé la rigueur de l'accord, déjà perçue précédemment lors de l'étude de la nature des mesures. Reste à savoir si la même rigueur persiste quant aux effets des mesures. Section 3. Les effets des mesures SPS. 100. L'accord SPS est extrêmement strict. Il a donc pris soin d'encadrer les mesures SPS, tant au niveau de leur adoption et de leur maintien qu'au niveau de leurs effets. Les exigences relatives aux effets visent toujours à assurer l'articulation entre les exigences de sécurité alimentaire et la liberté du commerce. La cohérence, la non-discrimination et la proportionnalité apparaissent, par conséquent, comme des obligations vitales à satisfaire pour répondre aux objectifs de l'accord SPS. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'analyser la cohérence, le caractère non discriminatoire de la mesure, 1, et sa proportionnalité, 2. 1. La cohérence et le caractère non discriminatoire de la mesure. 101. Les principes de cohérence et de non-discrimination sont consacrés dans les articles 2, 3236 et 5 de l'accord SPS. 102. Contrairement aux hypothèses précédentes, les relations entre ces deux dispositions sont aisément définissables. L'article 5.5 englobe en effet l'article 2.3. Concrètement, il semble qu'une mesure ne satisfaisant pas à l'article 2.3 ne répond forcément pas aux obligations de l'article 5.5. Inversement, une mesure conforme à l'article 2.3 respecte automatiquement l'article 5.5. Cependant, l'articulation entre ces deux dispositions n'est pas encore définitivement établie. D'une part, l'organe d'appel et les groupes spéciaux ont des opinions divergentes quant au fait que le respect de l'article 5.5 implique celui de l'article 2.3. D'autre part, les instances de l'OMC ne se sont encore jamais prononcées au sujet de la satisfaction des conditions de l'article 2.3 qu'entraîne normalement la conformité de l'article 5.5. Jusqu'à présent, en effet, dans les différends portant sur le bœuf aux hormones et les saumons, les différentes instances ont toujours débuté leurs analyses par l'article 5.5 qui est plus détaillé. 103. Les rapports entre l'article 2.3 et l'article 5.5 justifie que les questions de cohérence et de non-discrimination doivent s'examiner de préférence au travers de l'article 5.5 de l'accord SPS qui constitue l'objet unique des développements suivants.
104. Selon l'interprétation des groupes spéciaux et de l'organe d'appel, 3 conditions doivent être réunies afin que l'article 5 soit considéré comme violé. Le membre qui impose la mesure incrimitae a adopté des niveaux appropriés de protection sanitaire et phytosanitaire distincts dans plusieurs situations différentes. Ces niveaux de protection présentent des différences qui sont arbitraires ou injustifiables, et ces différences entraînent une discrimination ou une restriction déguisée au commerce international. 240. 104. Dans le but de saisir clairement le sens et la portée de cette... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.